Une maison pas comme les autres. Une maison qui logeait 44 enfants et 7 éducateurs. Une vie normale jusqu'au 6 avril 1944. C'est une stèle qui a été érigée pratiquement 2 années après la rafle des enfants d'Isieux. Hein. Ça représente un lieu de mémoire déjà pour beaucoup de gens qui passent et qui ne sont pas au courant. Ça leur permet d'avoir une notion de ce qui s'est passé un peu plus haut. Parce que Isieux est quand même perdu, hein. C'est là-haut à 1,5 km dans la montagne. Ici, la phrase « ici passant, recueille-toi », si on ne sait pas qu'il y a eu un tel événement ici, ça tombe dans l'oubli. Hein. Au moins ici, il y a une stèle commémorative et qui porte aussi une inscription qui a été apposée après le procès Barbie. Bon, il y a un symbolisme d'un couple de jeunes enfants poignardés par le symbole la croix gammée, le symbole du national-socialisme. C'est dans cette maison qu'une colonie d'enfants juifs avait trouvé refuge pour échapper au programme d'extermination lancé par les nazis. Mais le 6 avril 1944, Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, ordonne à ses troupes d'arrêter tous les pensionnaires de la maison d'Isieux. 42 enfants et 5 adultes seront déportés dans le camp d'Auschwitz-Birkenau pour y être gazés. Aujourd'hui, l'esprit des enfants d'Isieux habite encore la maison, et leur mémoire survivra pour toujours. Je suis passé par la maison d'Isieux quelques mois. Vous savez que la maison d'Isieux a fonctionné du mois de mai 1943 au 6 avril 1944. J'y suis arrivé le 18 novembre 1943 et j'en suis reparti à la fin du mois de janvier de l'année suivante. Donc peu avant la rafle. Alors j'y suis resté 2 mois et demi à peu près, approximativement, qui est pour les enfants qui sont passés et qui en sont repartis, est une durée quand même assez longue. Hein. La durée moyenne de séjour, c'est quelques dizaines de jours, voire 1 mois, 2 mois, pas plus. Il y a eu beaucoup de va-et-vient. On a répertorié 105 enfants, de par les listes qui étaient tenues à jour par le directeur Miron Zlatin. Et sur ces 105 enfants, 44, hélas, qui se trouvaient là, pour certains depuis le début des activités de la maison d'Isieux, ont été raflés. Je me souviens des 2 adolescents, Theo Reiss, Arnold Hirsch, de leur visage, simplement en tant qu'adolescents, puisque c'était eux un petit peu qui faisaient régner la discipline. Je me souviens également de mon voisin de table. J'étais à cette table-là, au milieu. Alors, il y avait une place libre quand je suis arrivé, et l'institutrice m'a demandé de partager la table avec Isidore Karjman, qui, hélas, a été arrêté et déporté. Et j'ai retrouvé des dessins signés d'Isidore Karjman longtemps après, et je me souvenais très bien des dessins qu'il faisait. Je m'en souvenais d'autant plus qu'il dessinait bien, il avait des bonnes idées, et comme j'en avais moins, j'essayais de copier.
Alors Samuel Pintel, par chance, hein, avec la protection de la Maison des Yeux, ce qui s'est passé pour lui par la suite, je ne l'ai connu que longtemps après la guerre, quand on a rejoint chacun à notre tour certainement cette amicale qui est l'amicale de Bergen-Belsen. On a eu une première rencontre, j'avoue, une rencontre assez émouvante. Je me souviens des grands silences qu'il avait, me posait des questions. Je crois que je lui répondais et ça a été le début d'une belle rencontre. Nous voici donc ici réunis pour rendre hommage aux 44 enfants d'Isieux et à leurs éducateurs arrêtés le 6 avril 1944 pour être exterminés à Auschwitz parce que juifs. Fait exceptionnel, nous accueillons en ce jour Madame Simone Veil, dont c'est peut-être la première visite en ces lieux. L'émotion est grande. Il est difficile d'exprimer brièvement ce que sa venue représente pour nous au moment même où elle vient de recevoir l'hommage unanime de la République et des Français. Moi, je suis un des derniers survivants des 6500 juifs du Pays de Bade et du Palatinat, en Allemagne, qui ont été déportés d'Allemagne en France. Simplement, nous étions en quelque sorte le test que les nazis voulaient faire pour savoir comment il faut s'y prendre pour liquider les juifs. En fait, j'ai été caché chez les Latins jusqu'à l'arrivée des Allemands, des nazis, en zone libre. C'est-à-dire le 11 novembre 1942. Alors à ce moment-là, l'OSE, la direction de l'OSE, qui était à Montpellier, était obligée de se délocaliser et partir ailleurs, se cacher, hein, et les Latins aussi. Alors, Madame Zlatin, Sabine, elle avait encore affaire dans des maisons d'enfants, était à l'EDEV, bon, on ne peut pas aller trop dans les détails, mais son mari est parti avec la direction de l'OSE, et moi, en Auvergne, dans une petite ville en Auvergne qui s'appelle Vic-sur-Serre, près d'Aurillac. Et là, l'OSE avait encore une maison d'enfants là-bas, qui existait encore à cette époque-là, et c'est une maison de filles. Et Zlatin s'occupait de l'intendance. Et moi, comme avant, je l'aidais, je travaillais avec lui, j'étais là pour aider. J'étais déjà un grand. Hein. Et bon, cette maison a été fermée très rapidement. Et pour moi, s'en est suivi une véritable odyssée à travers la moitié sud de la France, d'une cachette à l'autre. J'ai fait donc toutes ces cachettes et j'ai été caché dans le sud-ouest de la France, près d'Agen. Et j'étais avec mon meilleur ami de l'époque qui s'appelait Théo Reiss, qui était un des enfants d'ici aussi. Et j'ai reçu une lettre où les Latins nous demandaient de venir ici parce qu'il y avait un jardin qu'on a derrière nous
et que ce jardin, il fallait le cultiver pour faire des légumes, des salades, et bien il y avait des arbres fruitiers, et parce qu'il y avait jusqu'à 50 enfants ici, et aussi les adultes qui les encadraient. J'avais déjà 12 ans, donc j'étais déjà un adolescent et conscient de tout, puisque pour que mes sœurs arrivent à Isieux, ça s'est passé d'une certaine façon, c'est que nous, on avait déjà été internés dans des camps en France. On recevait toujours du courrier de mes petites sœurs, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que c'est Nina qui écrivait, c'était sans doute leur monitrice, parce que c'était toujours, on a bien mangé, on a bien bu, on joue, on s'amuse, donc c'était plutôt des paroles d'adultes, mais à partir du moment que ça se passait bien, on était très contents. Au mois d'avril, on a reçu encore une lettre, au mois de mai, on ne recevait pas de lettre, ma mère elle a commencé à s'inquiéter, elle a récupéré Monique de la Pouponnière, qui avait déjà 6-7 mois de plus, et on n'avait pas de nouvelles, et on a été à Lausée, on les a déplacés, ils sont peut-être dans une autre maison. On n'a jamais su, à cette période, qu'il y a eu une rafle. Vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas les journaux qui auraient dit, puisque c'était les journaux des collaborateurs, ils n'auraient pas dit que les Allemands ils ont déporté des enfants ou quoi que ce soit. Donc on ne pouvait rien savoir. Et même à la fin de la guerre, on ne savait même pas où elles étaient. Et c'est en allant dans les ministères des anciens combattants qu'ils nous donnaient des attestations comme quoi qu'elles sont passées par Drancy et qu'elles étaient disparues. Ce n'étaient même pas des actes de décès, c'était des actes de disparition. Cette photographie a été prise en été 1943, environ 8 mois avant la rafle. On peut y voir Jacques Benguigui, Max-Marcel Balsam, Philippe Dehan, Arnold Hirsch, Theo Reiss, Miron Zlatin, Paula Mermelstein, Georges Halpern, Sigmund Springer, Esther Benassayag, Raoul Bentitou, Mina Aronovics, Claude Levent-Reifmann. Léa Feldblum est la dernière survivante de la rafle. En 1971, un jour j'étais chez moi, j'ai reçu un coup de fil. La personne qui s'est présentée m'a dit « Je m'appelle Serge Klarsfeld et je recherche le criminel qui a arrêté la maison d'Isieux. Il s'appelle Klaus Barbie. Il est en Bolivie, il se fait appeler Klaus Halsmann. » Klaus Barbie est arrêté en Bolivie après de longues années de recherche menées par Serge et Beate Klarsfeld. En 1987, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon est condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Il meurt en prison le 25 septembre 1991. Moi, je suis profondément ému de l'intérêt que vous portez à toutes ces pages d'histoire.
Je sais que si la transmission de la mémoire se fait, on ne mise pas tellement sur nos propres enfants. Je sais que c'est l'éducation nationale. Vous en faites partie, vous êtes des étudiants et on sait que cette transmission se fera surtout par vos générations. Votre document, eh bien, j'espère qu'il vivra, qu'il sera vu, que beaucoup apprendront, au moins découvriront qu'il y avait une maison d'enfants dans l'Ain où les occupants ont été des enfants, essentiellement des enfants, ont été arrêtés par leurs conditions de juifs, parce qu'ils étaient juifs. Moi, j'ai été convoqué, appelé comme témoin au procès Barbie, qui avait arrêté les enfants, là, vous savez. Et comme je suis un des rares survivants d'un âge où je pouvais raconter des choses, hein, on m'a convoqué comme témoin. Parce que les Latins, Théo, tout ça, c'était mes amis. Hein. Et à la suite de mon témoignage au procès Barbie, il m'est apparu très fort, hein, que quelqu'un devait porter témoignage aussi longtemps qu'on était là. Et c'était vous? Et entre autres, c'est moi, parce que je pense que si nous, qui avons vécu cette époque horrible, si nous ne transmettons pas aux jeunes ce que nous avons vécu, ben, il restera que, bon, peut-être quelques films, mais surtout des livres d'histoire. Mais dans un livre d'histoire, vous ne trouvez jamais l'émotionnel du vécu d'un témoignage.